Assalamu alaikum khawti, j'espère que vous allez bien. Donc, premier titre d'Inch'Allah, la récursivité. Donc, je vous conseille de voir le cours avant de voir la vidéo TATIDH. On commence par le premier exercice, dans lequel on demande d'écrire des fonctions récursives pour réaliser les opérations suivantes. Vous avez en total 7 opérations à faire et toutes les opérations, ou alors toutes les fonctions qu'on va écrire possèdent des paramètres de type simple. Alors, avant d'entamer le premier exercice, justement, je tiens à faire un petit rappel sur la fonction factorielle. Donc, si vous vous rappelez bien, on a dit que la récursivité, on parle généralement de deux cas. Le cas trivial, ou alors le cas de base, et le cas général, ou alors le cas récurrent. Ça, on sait tous que, comme un cas de base, le factoriel de la plus petite valeur possible, c'est le factoriel de 0 qui vaut 1. Donc ça, c'est le cas de base. Et le cas général, qu'est-ce qu'on va faire dans le cas général? On va essayer d'écrire factoriel de i en fonction du factoriel qui le précède, c'est-à-dire factoriel de i-1. Alors, on sait tous que factoriel de i, ce n'est rien d'autre que i fois i-1 fois i-2 jusqu'à arriver à 1. Les choses qui sont écrites en bleu, d'accord, correspondent exactement à factoriel de i-1. Et donc, on arrive à déduire une formule de récurrence. C'est que le factoriel de i est égal à i fois factoriel de i-1. D'accord? À ce moment, on peut écrire la fonction tana. Donc la fonction fact, elle possède un seul paramètre i de type entier. Vous pouvez bien sûr l'appeler n, c'est la même chose. Le type de résultat va être un entier. On commence par traiter le cas de base. Donc si i est égal à 0, alors retournez 1. D'accord, ça correspond au cas de base, factoriel de 0. Sinon, vous allez retourner c'est-à-dire l'expression récurrente. Donc retournez i fois factoriel de i-1. Ça. L'appel à cette fonction, par exemple, si vous voulez calculer factoriel de n, il suffit de dire, par exemple, f reçoit factoriel de n. Ça. À présent, je vais donner quelques conseils que vous pouvez suivre pour trouver la bonne solution récursive. Tout d'abord, je rappelle la solution itérative, c'est-à-dire la solution qui utilise la boucle. Donc, je rappelle encore que pour n'importe quel algorithme, vous pouvez avoir deux solutions. Une solution récursive qui utilise la notion de récursivité, donc des appels récursifs, et la solution itérative qui utilise les boucles. D'accord? Alors, remarquez très bien avec moi que dans la solution itérative, j'ai utilisé une boucle descendante. Donc, je veux calculer le factoriel de n. Alors, j'initialise mon indice i par n jusqu'à arriver à 1. Et je descends jusqu'à 1. D'accord? Donc, le passé moins 1. À chaque fois, factoriel, c'est l'ancien factoriel fois la valeur de i. Et bien sûr, on ne doit pas oublier que d'initialiser le factoriel par 1 au départ. D'accord? Alors, comme une remarque, la majorité des fonctions récursives qui possèdent comme paramètre soit un vecteur ou alors des variables simples, on utilise c'est-à-dire des appels récursifs descendantes. D'accord? Des appels récursifs descendants. C'est-à-dire, je commence par la plus grande valeur et à chaque fois, je descends vers la valeur précédente. C'est-à-dire, écrire toujours la fonction avec le paramètre i en fonction de la même fonction avec le paramètre i-1. D'accord? Ça. Alors, voici les deux conseils que je vais donner. Pour le cas de base, pour trouver le cas de base, sachez que lorsque les données sont des variables simples, on atteint, c'est-à-dire dans le cas de base, vous allez atteindre la première valeur qui succède la valeur finale dans une solution itérative. Yani, vous allez prendre une imagination de la solution itérative, comme celle-ci par exemple. D'accord? Vous voyez la valeur de l'indice i. Elle commence à partir de 1 jusqu'à 1. Donc, la valeur finale, c'est 1. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la valeur de la donnée qui correspond au cas de base, c'est la première valeur qui succède, c'est-à-dire qui vient juste après la valeur finale. Comme ici la valeur finale c'est 1, donc la première valeur qui succède le 1 c'est la valeur 0. Parce que juste après le 1, si je ne fais pas moins 1, j'obtiens 0. Donc, on a dit à cause de ça que le cas de base c'est lorsque le paramètre il est égal à 0. D'accord? Maintenant, un deuxième conseil. Parfois, le résultat correspondant toujours dans le cas de base, il correspond toujours à l'élément naître de l'opération utilisée. Là, par exemple, le factoriel en réalité, c'est quoi exactement? Ce n'est qu'un produit des éléments, de plusieurs valeurs. C'est un produit de plusieurs valeurs. Et on sait que l'élément naître par rapport au produit, c'est la valeur 1. Et c'est pour cette raison que
le résultat dans le cas de base, il vaut 1. Et la dernière valeur dans le cas de base de la donnée, c'est la valeur i égale 0. Maintenant, un conseil pour le cas général. Alors, dans la majorité des fonctions récursives, vous allez, lorsqu'il s'agit bien sûr d'une variable simple, il faut écrire le nom de votre fonction ayant comme paramètre i en fonction de la même fonction avec le paramètre i-1. يعني تكتبوا la fonction اللي عندها paramètre i بدلالة la même fonction avec le paramètre i-1. J'espère que les choses sont claires. Donc, donc pour le cas de base, c'est la première valeur qui succède à la valeur finale de la solution itérative. Et pour le résultat dans le cas de base, généralement ça correspond au l'élément net par rapport à l'opération utilisée. Donc si vous avez une multiplication, c'est 1. Et si vous avez une addition, c'est bien sûr 0. D'accord? Généralement. Et pour le cas de base, bien sûr, plutôt le cas général, il faut essayer d'écrire toujours la fonction ayant comme paramètre i en fonction de la même fonction avec paramètre i-1. D'accord? Ça. Alors, on va appliquer ces conseils justement pour faire la première question de l'exercice 1. Vous avez, je veux calculer ou alors écrire la fonction récursive somme de n. C'est-à-dire calculer la somme des n premiers nombres naturels à partir de 1. Donc, c'est clair que c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à arriver à 1. D'accord? Ça. Donc, elle possède pratiquement le même paramètre ou alors le même prototype que la fonction factorielle. Donc, au lieu de faire un produit, on va faire une somme. D'accord? Donc, au lieu de faire 1 fois 2 jusqu'à arriver à 1, vous allez faire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à arriver à 1. Ça. Pour arriver à la solution d'un ajustement, il faut passer par deux étapes. Vous avez le cas de base et le cas général. Pour le cas de base, alors, pour avoir une aide justement, je vous donne justement la solution itérative. Et remarquez que toujours j'écris la solution itérative sous forme d'une boucle descendante, à partir de 1 jusqu'à 1. Et donc, la solution itérative va être, j'initialise la somme à 0 pour i de n jusqu'à 1 par moins 1, et à chaque fois j'ajoute la valeur de i à la somme. Ça, je vais me servir de cette solution itérative pour trouver exactement qu'est-ce que je dois faire dans le cas de base et le cas général. Alors, j'ai dit que la condition, la valeur de la donnée dans le cas de base correspond à la première valeur qui succède la valeur finale de la boucle de la solution itérative. Donc, dans la boucle itérative, vous avez le i commence de 1 jusqu'à 1. La dernière valeur finale, c'est 1. Et donc, juste après le 1 vient la valeur 0. Et donc, c'est clair que le cas de base, c'est lorsque i est égal à 0. Maintenant, imaginez que le paramètre, vous avez la fonction somme avec le paramètre égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez seulement la valeur 0 comme élément dans la somme. D'accord? Et dans ce cas, c'est quoi exactement la somme? Ça correspond à 0. Et 0, ce n'est rien d'autre que l'élément net par rapport à l'addition. Donc, dans le cas de base, on va dire que somme de 0, elle est égale à 0. Et ça veut dire que lorsque i est égal à 0. Maintenant, je passe au cas général. Dans le cas général, on va essayer de faire exactement ce qu'on avait fait avec le factoriel. On va essayer d'écrire somme de i en fonction de somme de i-1. Et donc, vous avez somme de i, c'est i plus i-1 plus i-2 jusqu'à arriver à 1. Les choses qui sont en bleu, ils ne représentent que somme de i-1. Et donc, j'arrive à dire que somme de i, ce n'est rien d'autre que i plus somme de i-1. Et voici donc la formule récursive. Et à partir de là, je peux écrire la solution en disant, si i est égal à 0, notre cas de base, alors retournez 0. Sinon, vous allez retourner i plus somme de i-1. D'accord? Pour l'appel, c'est presque comme le factoriel. Donc, S le soit somme de n. On passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, je veux écrire une fonction récursive qui permet de calculer la somme entre deux nombres entiers naturels A et B. D'accord? Ça. Alors, voici bien sûr le prototype de la fonction. Fonction somme, elle possède deux paramètres qui sont A et B de type entier et le résultat va être de type entier. Ça. On commence par déterminer qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas de base. Ça. Dans le cas de base,
je pose une petite question. Dans quel cas la somme A plus B est très simple à calculer? Ou alors, elle possède la plus petite valeur au total. Ça, tout simplement, vous allez me dire que lorsque A égale à 0 et B égale à 0. Je vais vous dire non. Là, on ne va pas toucher deux paramètres. Pour la fonction récursive, on va toucher un seul paramètre. Donc, il faut choisir. Soit je prends A ou alors B. Yani, je fixe un paramètre et je touche l'autre paramètre. Je vais le décrémenter à chaque fois. D'accord? Et donc, je cherche quelle est la plus petite somme que je peux avoir en fixant un paramètre et en ayant cette valeur pour le deuxième paramètre. Ça. Et donc, c'est clair et net que la plus petite somme qu'on peut avoir si on fixe un paramètre et on accepte de changer le deuxième, c'est lorsque A est égal, c'est lorsque vous avez le deuxième paramètre, par exemple, est égal à 0. Et dans ce cas, somme A avec B qui vaut 0, ce n'est rien d'autre que la valeur de A. Donc, vous remarquez, c'est quoi 0 exactement ici? 0, ce n'est rien d'autre que l'élément net par rapport à l'opération d'addition. D'accord? C'est l'élément net par rapport à l'opération d'addition. Je passe maintenant au cas général. Alors, dans le cas général, faites attention, comme j'ai dit précédemment, il faut laisser A tel qu'il est, il faut changer le deuxième paramètre. D'accord? Donc, il faut toujours fixer un paramètre et changer le deuxième. D'accord? Donc, là, justement, c'est quoi exactement donc, on va essayer d'écrire justement ensemble la solution. Donc, suivez avec moi. Vous avez somme de A, virgule B. Ça. Ce que je veux faire, c'est d'essayer d'écrire somme AB en fonction de somme A, virgule B-1. C'est-à-dire la somme entre A et la valeur qui précède la valeur de B, c'est-à-dire B-1. Ça. Je sais que somme de A, ce n'est rien d'autre que A plus B. Maintenant, je peux, dans ce résultat A plus B, je peux ajouter 1 et soustraire 1. Et j'obtiens ça. Donc, A plus B, il est égal aussi à A plus B plus 1 moins 1. Donc, c'est comme si j'ai ajouté 0. Ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de regrouper. Je vais prendre B moins 1, entre parenthèses, plus A, plus le 1. Donc, j'ai fait seulement une réorganisation des valeurs. Donc, j'ai laissé le 1 tout seul et j'ai essayé de rassembler A plus B moins 1. Maintenant, si vous allez remarquer ici A plus B moins 1, c'est comme si vous faites la somme entre A avec B moins 1 comme deuxième paramètre. Et donc, ce qui est écrit en bleu, ce n'est rien d'autre que somme A, virgule B moins 1. D'accord? Et de cette manière, j'arrive à la formule récursive. Donc, somme AB, ce n'est rien d'autre que 1 plus somme de A, B moins 1. Et donc, en réalité, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si j'ai pris un 1 à partir de B et j'ajoute ce 1 au résultat qui reste, c'est-à-dire la somme entre A et ce qui reste de B, c'est-à-dire B-1. Ça, à ce niveau, je peux écrire la fonction récursive. Donc, lorsque B est égal à 0, alors retournez directement A, comme on l'avait dit précédemment, dans le cas de base. Et lorsque vous avez B qui est différent de 0, vous allez retourner le résultat, c'est 1 plus somme de A, virgule B-1. Alors, j'espère que c'est clair. On passe à la troisième question. Alors, pour la troisième question, justement, bien sûr, voici le prototype de la fonction. Donc, fonction prod, elle possède toujours deux paramètres, A et B, qui sont des données, et vous avez un résultat de type entier. On commence toujours par le cas de base. Je pose une petite question. Quel est le plus petit produit qu'on peut avoir entre A et B? Quel est le plus petit produit qu'on peut avoir entre A et B? Faites attention, on va suivre la même démarche qu'on a fait pour somme AB, d'accord? La somme entre A et B, d'accord? Donc, vous allez considérer la plus petite somme, plus petit produit qu'on peut avoir, et c'est clair et net, c'est lorsque un des paramètres est égal à 0. Et on va choisir par exemple le deuxième paramètre. Et donc, le cas de base correspond lorsque B est égal à 0, et on va dire produit de A avec 0, ça donne le résultat égal 0. Maintenant, je parle du cas général. Et on va essayer d'écrire justement produit de A avec B en fonction, de façon récursive, c'est-à-dire en fonction de produit de A avec B-1. Donc, j'essaie toujours de réduire 1 à partir d'un des deux paramètres, par exemple B.
Et donc, je vais écrire ça de cette manière. A, produit de AB, ce n'est rien d'autre que A étoile B. Et c'est exactement, si je veux l'écrire avec une somme, c'est A plus A plus A plus A, B fois. D'accord? Maintenant, j'essaye de laisser un A seul et rassembler le reste des A. Donc, B moins 1, B moins une fois l'addition de A. Donc, vous avez A plus A plus A plus A, tout ça, B moins une fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait qu'à essayer de rassembler B moins 1 A et laisser un seul A tout seul. Maintenant, les A qui se trouvent dans la somme et qui sont écrites en bleu correspondent exactement à A fois B moins 1. A fois B moins 1. Et A fois B moins 1, ce n'est rien d'autre que produit, ou alors prod, entre A et B moins 1. Et on arrive à la fin à une relation de récurrence entre les deux. Donc, produit de AB, ce n'est rien d'autre que A plus produit de A, B moins 1. Et maintenant, on peut écrire la solution. Donc, lorsque B est égal à 0, vous allez retourner 0, donc le produit est égal à 0. Et remarquez, même ici, le 0, c'est-à-dire le résultat qu'on avait retourné, ça correspond exactement à l'élément net par rapport à l'addition. Parce que vous voulez faire un produit sous forme d'une somme. Donc, en réalité, on va faire une somme. Quel est l'élément net par rapport à la somme? C'est la valeur 0. Sinon, vous allez retourner A plus produit de A, virgule B moins 1. Alors, je passe à la question 4. Pour la question 4, justement, et voici le prototype de la fonction. Je veux calculer maintenant A puissance B. Normalement, comme vous avez une idée, c'est que on va calculer A puissance B avec des produits, non pas des sommes qu'on a fait avec A fois B. D'accord? Ça. On commence par le cas de base. D'après vous, quel est l'élément net par rapport à la multiplication? Quel est l'élément net par rapport à la multiplication? Ça. Très bien. Donc, l'élément net par rapport à la multiplication, c'est la valeur 1. Donc, je peux vous dire que le résultat, c'est 1. Maintenant, dans quel cas A puissance B, ça donne la valeur 1? Dans quel cas A puissance B, ça donne le résultat, l'élément net 1? Très bien. C'est lorsque B est égal à 0. Et donc, le cas de base correspond à puissance de A virgule 0, c'est-à-dire B égale à 0. Et son résultat, c'est 1. On passe maintenant au cas général. Alors, comme vous avez vu, vous avez compris sans doute, d'après les exemples précédents, qu'on va agir sur le deuxième paramètre B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le cas général? On va essayer d'écrire puissance AB en fonction de puissance A, B moins 1. Et je vais faire ça comme j'ai fait précédemment. Donc, puissance AB, ce n'est rien d'autre que A fois A fois A fois A, combien de fois? B fois. J'essaye de rassembler B moins une fois A, produit de B moins 1 A, d'accord? J'obtiens A fois A fois A fois A fois A, B moins une fois. Et le produit des A qui se trouve en bleu, ça correspond exactement à puissance A, B moins 1. D'accord? C'est A puissance B moins 1. Et donc, j'obtiens la formule de récurrence entre puissance AB en fonction de son précédent, puissance A, B moins 1. D'accord? À ce niveau, je peux écrire la solution. Donc, lorsque B est égal à 0, d'accord? Je vais retourner l'élément net par rapport à la multiplication, c'est-à-dire 1. Sinon, vous allez retourner l'appel récursif en faisant A fois puissance de A, virgule B moins 1. D'accord? Allez. Je passe maintenant à la cinquième question. Alors, pour la cinquième question, justement, on demande de calculer le quotient entre deux nombres entiers A et B, qui sont bien sûr deux entiers naturel, tel que bien sûr B doit être différent de 0. Ça. Pour trouver justement la solution à ce problème, je commence tout d'abord par l'entête qui est très claire. Donc fonction quotient, elle possède deux données A et B. Donc ça correspond au quotient de la division entière entre A et B. Le résultat donc nécessairement doit être un nombre entier. Et pour trouver la solution récursive, je vais penser à la solution itérative. D'accord? Elle va nous aider énormément pour trouver la solution récursive. Donc, j'essaie d'écrire la solution itérative. La voici. D'accord? Ça. Vous savez sans doute que le quotient, c'est quoi? Le quotient entre A et B, ça revient à dire combien de B je trouve dans A. Combien de B je trouve dans A. Donc, ce n'est rien d'autre qu'un compteur qui commence par 0. Et je vais dire, tant que A supérieur ou égal à B, c'est-à-dire tant qu'il existe déjà, je peux tirer B à partir de A, ou alors je trouve B dans A.
Qu'est-ce que je fais? Alors je vais soustraire B à partir de A et j'incrémente le compteur. Donc à chaque fois, je vais réduire, je vais supprimer, ou alors je vais soustraire la valeur de B, parce que, donc, en disant que j'ai trouvé un B, et j'incrémente le compteur qui compte le nombre de B que j'ai pu soustraire à partir de A. Donc عدد les B اللي قدرت نقصهم من A. هذا هو الكتان, le quotient. Ça. Maintenant, je vous donne justement une indication qui va vous aider énormément dans ce type de question. Je commence par le cas de base. Alors je peux vous aider et vous dire que le cas de base, ou alors la condition du cas de base, elle correspond exactement à la condition d'arrêt de la boucle de la solution itérative. La condition d'arrêt de la solution itérative. Yani la solution qui utilise la boucle. Alors si vous prenez la solution itérative, moi je répète tant que A supérieur égal à B. Donc j'arrête quand? C'est lorsque A est strictement inférieur à B. Lorsque A est inférieur à B. Ça c'est la condition d'arrêt. Donc la condition d'arrêt de la boucle, elle est exactement la condition utilisée dans le cas de base. Ça, d'après vous, lorsque A est inférieur à B, quel est le résultat du quotient entre A et B? Ça donne combien? Ça donne 0. Ça donne 0. Donc la condition d'arrêt, c'est lorsque A est inférieur à B, et le quotient entre A et B en ce moment, ça donne la valeur 0. Parce que, par exemple, si vous prenez 3, vous divisez 3 par 5, on va dire que le quotient est égal à 0. حاصل قسمة 0. D'accord? Ça. On passe maintenant au cas général. Alors, si j'ai dit que la condition d'arrêt utilisée dans le cas de base, ça correspond plutôt. Lorsque j'ai dit que la condition utilisée dans le cas de base, elle correspond exactement à la condition d'arrêt utilisée dans la solution itérative, eh bien, vous avez la même chose. Même la condition utilisée dans le cas général, elle est exactement égale à la condition de répétition. C'est-à-dire lorsque A supérieur égal à B. Ça. Maintenant, lorsque A est supérieur égal à B, regardez très bien la boucle, qu'est-ce qu'elle fait. Je parle de la solution itérative. Qu'est-ce qu'elle fait à chaque fois? À chaque fois, j'essaie de réduire la valeur de A par B. Donc, j'essaie de soustraire B à partir de A, tout en incrémentant le compteur. Yani, à chaque fois, je dis que le quotient va s'incrémenter de 1, donc le résultat va être incrémenté de 1, et en même temps, je vais réduire de la valeur de A, la valeur de B. D'accord? Et donc, je vais vous dire comment je vais faire ça de façon récursive. Donc, la condition de répétition, c'est lorsque A supérieur égal à B, ça correspond au cas général, et dans ce cas, je vais vous dire, quotient entre A et B, ça donne, il est égal à 1, d'accord? Je compte donc une fois le 1, plus quotient du reste du nombre A lorsque je soustrais la valeur de B, virgule B. D'accord? Vous allez comprendre cette solution très bien avec l'exemple. Donc, pour l'instant, sachez que avec cette ligne d'instruction, je voulais dire qu'à chaque fois que vous avez A supérieur égal à B, vous allez compter qu'il y a un B dans A. Donc, vous allez dire que le résultat c'est 1, plus le quotient que je peux avoir à partir du reste du nombre A lorsque je soustrais B à partir de A, virgule B. D'accord? Ça. J'écris maintenant la solution. Donc, si A inférieur à B, alors retournez 0. Sinon, vous allez retourner 1 plus quotient, c'est-à-dire le quotient à partir du reste du nombre A. Donc, A moins B, virgule B. Maintenant, je donne un exemple. Supposons que je veux avoir le quotient de la division entière entre 13 et 5. 13 et 5. Alors, vous savez tous que 13, ce n'est rien d'autre que 5 plus 3. Ça, c'est quoi exactement le quotient? Le quotient, ce n'est pas 5, ce n'est pas 3 et ce n'est pas 13. C'est le nombre de 5 qui existe dans 13. Autrement, donc c'est le nombre de B qu'il y a dans A. C'est le nombre de B que je trouve dans la valeur de A. D'accord? Ça. Alors, si j'appelle la fonction récursive quotient AB, en lui donnant en paramètre au départ A égale à 13 et B égale à 5. Donc, je cherche quotient de 13, 5. Qu'est-ce qu'il dit le test? Est-ce que A est inférieur à B? Non, vous avez 13 et 5, il est supérieur. Donc, c'est le sinon. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que le quotient de 13 avec 5, c'est égal à 1 plus quotient de 13 moins 5 qui correspond à 8,5. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Vous avez 13 et 5. J'essaie d'enlever ou de supprimer ou alors de soustraire à partir de A
la valeur de B en disant que j'ai trouvé un B et pour cette raison, j'ajoute 1 dans le résultat. Donc c'est 1 plus le quotient que je vais avoir à partir de 8 avec 5. Maintenant, je prends le prochain appel. Quotient entre 8 et 5. Vous avez toujours A, il est supérieur à B. Le premier paramètre supérieur au deuxième. Donc, le résultat de quotient de 8 avec 5, selon la solution Tana, c'est 1. Donc, je compte qu'il y a un 5 à partir de 8. Et je vais lui ajouter le quotient du reste du nombre 8, c'est-à-dire 8 moins 5, donc 3,5. Et donc, j'obtiens 1 de la première fois, plus le 1 de l'appel quotient 8, 5, plus le reste du nombre, c'est un autre appel récursif, donc quotient 3, 5. Pour le dernier appel récursif, maintenant vous avez quotient 3, 5, vous remarquez que A est inférieur à B, et dans ce cas, le quotient est égal à 0. Donc au total, vous avez le 1 plus 1 plus 0. D'accord? Et ça donne au total 2. Je passe maintenant au reste. Bien sûr, le reste, on avait déjà vu ça en cours, donc on va le revoir comme une révision. Et on va suivre la même démarche qu'on a fait pour le quotient. Donc, je rappelle que l'entête de la fonction, c'est fonction reste, donc A et B comme paramètres, et le résultat va être de type entier. Pour trouver la solution récursive, il vaut mieux prendre la solution itérative et travailler. Maintenant, je commence par le cas de base. Comme on l'a dit précédemment, la condition du cas de base correspond exactement à la condition du cas d'arrêt de la solution itérative. Maintenant, je répète donc que A supérieur égal à B, c'est la condition de répétition, et la condition d'arrêt, c'est l'inverse. Donc, j'arrête lorsque A est inférieur à B. Donc, lorsque A est inférieur à B, c'est la condition du cas de base, et lorsque A est inférieur à B, le quotient, ou alors le reste, le reste de la division entre A et B, lorsque A est inférieur à B, vous divisez 3 sur 5. Alors, c'est quoi le résultat? Le quotient, c'est 0, et le reste, c'est 3. Donc, n'importe quel nombre divisé par un autre qui lui est supérieur, le résultat, c'est la même valeur que le premier nombre. Donc, le résultat, c'est la valeur de A. Donc, le reste de A, B, lorsque A est inférieur à B, c'est A. Pour le cas général, d'accord, on va voir justement, Naya, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois dans la solution itérative. Alors, remarquez que dans la boucle Tana, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On est en train, à chaque fois, de réduire ou alors de soustraire la valeur de B à partir de A. Ça, pourquoi ça? Parce que justement, le reste, c'est quoi exactement? Le reste de la division entre A et B. C'est-à-dire, vous allez prendre à partir de A, vous allez essayer de tirer ou alors de soustraire autant de B que vous pouvez, et la dernière valeur qui reste, ça correspond au résultat. D'accord? Et comment le savoir? Dès que vous avez A inférieur à B, je ne peux pas soustraire encore un B à partir de A, et donc le résultat, c'est la dernière valeur de A que j'ai obtenue. Et pour cette raison, donc la condition dans le cas général, c'est exactement l'inverse de la condition d'arrêt, donc A supérieur égal à B. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le reste entre A et B, c'est exactement le reste entre A moins 1 et B. Donc c'est comme si je dis que le reste de 13 avec 5, le reste de la division entre 13 et 5, c'est exactement le reste de division entre 8 et 5. Et c'est exactement le reste de division entre 3 et 5. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais exactement? J'essaie à chaque fois de soustraire la valeur de B à partir de A. Et j'arrive à écrire la solution. Donc si A inférieur à B, donc vous allez retourner A. Sinon, vous allez retourner le résultat du reste de nombre après avoir retiré la valeur de B à partir de A. Donc c'est reste A moins B, virgule B. Voici un exemple de déroulement. Donc le même exemple. Vous avez, je cherche le reste de division entre 13 et 5. Donc vous savez que 13, ce n'est rien d'autre que 5 plus 3. Et la valeur qui se trouve en bleu, ça correspond exactement au reste. Donc c'est quoi exactement le reste? Vous allez prendre le nombre 13. Vous allez essayer de soustraire autant de 5 que vous pouvez, c'est-à-dire la valeur de B, à partir de A. Donc vous allez enlever le 5, ensuite un autre 5. Et lorsque vous ne pouvez pas encore tirer des 5, ou alors soustraire des 5, la dernière valeur qui reste à partir de A correspond exactement au reste de la division. Alors si j'applique la fonction récursive, alors elle reste entre 13 et 5, et puisque A il est supérieur à B, vous allez retourner reste entre 13 moins 5, ça correspond à 8,5. Et reste entre 8 et 5, vous avez toujours A supérieur à B, donc vous faites un appel récursif de,
8 moins 5, c'est 3,5. Et vous allez obtenir le reste de 3, 5. Et il reste entre 3 et 5. Et puisque le premier paramètre A est inférieur à B, le résultat, c'est la valeur de A. Et donc, c'est la valeur 3. D'accord? On passe à la dernière question dans l'exercice 1. C'est le PGCD, ou alors le plus grand commun diviseur entre deux nombres entiers, A et B. Sachant que ces deux nombres entiers sont strictement positifs. D'accord? Pour pouvoir faire les calculs, bien sûr. Ça. Alors, pour trouver justement le PGCD, là, je vais vous donner deux méthodes. Je commence par la première méthode, qui est la méthode normalement que vous connaissez déjà. Alors, première méthode, j'appelle ça recherche successive du premier diviseur commun I entre A et B. Donc, déjà, vous avez deux paramètres qui représentent des données A et B. D'accord? Et là, je vais utiliser une variable I pour chercher justement le PGCD entre A et B. D'accord? Ça. Comment je vais faire Naya? Ça. Je vais dire que je vais utiliser un indice I qui commence à partir de quelle valeur? D'après vous, à partir de quelle valeur je commence l'indice I? Ça. Vous avez deux manières de trouver le PGCD entre deux nombres. Premièrement, sachez que n'importe quel deux nombres entiers qui sont strictement positifs, ils possèdent nécessairement un PGCD. Au minimum, c'est 1 et au maximum, c'est combien? Au maximum, ce n'est rien d'autre que le minimum entre A et B. Par exemple, si je vous donne A égale à 8 et B égale à 4, quel est le PGCD? Remarquez que c'est le maximum, le minimum plutôt entre les deux, c'est-à-dire 4. D'accord? Maintenant, si vous prenez par exemple 8 et 12, quel est le PGCD? Le PGCD, c'est 4. Donc, remarquez que le PGCD, c'est une valeur comprise entre 1 et le minimum entre A et B. Pourquoi? Parce que le PGCD ne peut pas dépasser un des deux nombres entiers A et B. D'accord? Donc, au pire des cas, au maximum, c'est le minimum entre A et B. Et pour cette raison, donc, vous avez le choix. Soit vous allez commencer l'indice I, vous allez commencer à chercher le PGCD à partir de 1 jusqu'à le minimum entre A et B, ou alors vous allez dire que je commence à partir du minimum entre A et B et je descends jusqu'à 1. D'accord? Maintenant, si vous choisissez la première méthode, c'est-à-dire vous commencez de 1 jusqu'à minimum entre A et B, maintenant, vous allez trouver plusieurs diviseurs communs entre A et B, d'accord? Mais vous allez prendre le dernier diviseur commun, qui est le plus grand, bien sûr. Maintenant, si vous prenez l'autre sens, c'est-à-dire vous commencez par la plus grande valeur, c'est-à-dire le minimum entre A et B, vous descendez jusqu'à 1, la première valeur que vous allez avoir et qui permet de diviser les deux nombres A et B, ça correspond au PGCD. Et vous vous rappelez bien, dans les solutions précédentes, vous avez vu que, c'est-à-dire toutes les solutions récursives qu'on avait fait, on avait toujours un indice qui commence toujours du haut vers le bas, c'est-à-dire toujours de façon descendante. Et de cette manière, je vais dire que je commence l'indice TI, la valeur initiale, à partir du minimum entre A et B. Maintenant, imaginez avec moi, le I commence par le minimum entre A et B. Et donc, c'est clair et net que à chaque fois, je vais tester est-ce que le I divise les deux nombres. S'il ne divise pas les deux nombres, je vais donc descendre encore vers une valeur inférieure. Mais dès que je vois que le I divise les deux nombres, je déduis que cette valeur de I, elle correspond au PGCD. Maintenant, vous voyez avec moi que le IHADA, je peux l'utiliser plusieurs fois pour chercher le PGCD. Donc, il doit être un paramètre dans la fonction. Et donc, je commence par le cas de base, le cas d'arrêt. Dans quel cas j'arrête? Moi, je sais que le PGCD existe à 100%. Donc, j'arrête dès que je trouve une valeur de I qui divise les deux nombres A et B. Et donc, voici la condition d'arrêt. Si I divise A et B, dans ce cas, le PGCD entre A, B et le paramètre ou alors l'indice I, ça correspond, c'est quoi exactement le résultat? C'est la valeur de I. D'accord? Donc, le ITI, c'est l'indice que j'utilise pour chercher le PGCD. Donc, dès que je trouve I divise les deux nombres A et B, donc le résultat, je peux le retourner directement, c'est la valeur I. Ça. Le cas général.
Le cas général, ça correspond à quoi exactement? C'est lorsque vous avez le sinon, c'est-à-dire I, soit il ne divise pas A, soit il ne divise pas B, soit il ne divise pas les deux. Et dans ce cas, le PJCD entre A, B, avec le paramètre I, pour chercher le PJCD justement, va descendre à la prochaine valeur. Et la prochaine valeur, c'est exactement I-1. Donc, PGCD AB lance appel à PGCD AB AB I-1 pour tester la prochaine valeur de I qui est inférieure de 1 par rapport à la valeur courante. D'accord? On arrive maintenant à écrire la fonction Tana. Donc, fonction PGCD, vous avez A, B comme donnée, et I c'est une variable d'itération. D'accord? Qu'on va utiliser pour chercher le PGCD. Le type de résultat va être un entier. Vous commencez par le cas de base de préférence. Donc, si A divise les deux nombres, donc si A mod I égale à 0 et B mod I égale à 0, alors vous allez retourner I. Sinon, vous allez retourner le PGCD entre A, B avec la valeur de l'indice I moins 1. D'accord? Ça. Maintenant, je vous donne justement l'appel Naya. Alors, concernant l'appel à cette fonction, donc l'appel est très simple. Vous cherchez le PGCD entre A et B. Et bien sûr, on a dit précédemment que, de préférence, il vaut mieux initialiser le I par le minimum entre A et B. Maintenant, si vous choisissez d'initialiser la valeur de I par A, c'est correct. Si vous voulez l'initialiser par B, c'est correct. Mais l'idéal, la meilleure solution, c'est de l'initialiser par le minimum entre A et B. Donc, voici comment je vais faire l'appel. P reçoit, c'est-à-dire P c'est le résultat PGCD, reçoit le PGCD entre A et B et j'initialise la variable I, c'est-à-dire l'indice TI, par le résultat de l'appel à la fonction min ayant comme paramètre A et B. C'est-à-dire je mets comme valeur le minimum entre A et B pour valeur initiale, comme valeur initiale pour l'indice I. D'accord? Alors, je donne un petit exemple ici. Donc, un petit exemple, le PGCD entre 12, 8, d'accord, 12, 8. Alors, c'est quoi le minimum? C'est 8. Donc, la valeur de I commence par 8. J'entre dans la fonction TI pour la première fois. Est-ce que le 8 divise les deux nombres? Non. Donc, je fais un appel récursif. Donc, j'appelle PGCD 12, 8, I-1, c'est-à-dire 7. Est-ce que 7 divise les deux nombres, 8 et 12? Non. Toujours un appel récursif. Est-ce que 6 divise les deux nombres, 8 et 12? Non. Appel récursif. Pardon. Est-ce que le 5 divise les deux nombres? Non. Donc, toujours appel récursif. 4. Est-ce que le 4 divise les deux nombres, 8 et 12? La réponse est oui. Et donc, on va retourner directement au résultat. C'est la dernière valeur de I qui divise, ou alors la première valeur de I qui divise les deux nombres en même temps. Et c'est la valeur 4. D'accord? Maintenant, je donne, alors faites attention, je n'ai pas donné bien sûr l'écriture de la fonction min entre A et B, parce que c'est une simple fonction qui possède deux paramètres, donc c'est très simple à écrire. Maintenant, je vais donner la deuxième méthode. Alors, suivez très bien avec moi. Donc, dans la deuxième méthode, si vous avez bien remarqué ici l'entête, je n'ai pas besoin d'utiliser I. Donc, je vais travailler seulement avec A et B. Ça. On appelle cette méthode la méthode des soustractions successives. D'accord? Et pour savoir et pour bien comprendre la solution, comment écrire la solution, je vous donne un exemple. Ça. Alors, je vous conseille ici de voir très bien l'exemple et essayer d'écrire la fonction récursive en fonction de l'exemple. D'accord? Ça. Alors, en lisant l'exemple, vous voyez qu'on cherche au départ le PGCD entre 25 et 15. Ça. Remarquez qu'est-ce qu'il fait au départ. Il prend le 25 et il essaye de soustraire à partir de 25 le nombre 15. J'obtiens un appel récursif PGCD 10, 15. Maintenant, PGCD 10, 15. Qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois? Il va prendre le 15, il va essayer de soustraire 10 à partir de 15. Ça, j'obtiens un autre appel récursif PGCD 10, 5. Maintenant, PGCD 10, 5, je prends le 10 et j'essaie d'enlever 5. D'accord? J'obtiens PGCD 5, 5. Et à ce moment, l'appel récursif PGCD 5, 5 donne le résultat 5. Qu'est-ce que vous remarquez, Naya? Vous remarquez que c'est comme si vous avez trois cas. Vous avez tout d'abord le cas d'arrêt. Dans quel cas j'arrête? J'arrête lorsque les deux paramètres sont égaux. Pourquoi? Parce que vous avez le PGCD entre 5 et 5, ça vous donne le résultat
5. D'accord? Pardon. Donc, PJCD entre 5 et 5, ça vous donne le résultat 5. Ça. Donc, lorsque A égale à B, je retourne directement soit A ou B. Maintenant, les autres cas qui restent. Remarquez qu'il y a parfois, je touche le paramètre A, il y a d'autres fois, je touche le paramètre B. Donc, dans quel cas je touche A et comment, et dans quel cas je touche B et comment. Ça. La réponse elle est très claire, nette et précise. Remarquez que je touche à chaque fois le plus grand. Donc, vous avez au départ 25, 15. Alors, j'ai touché le premier paramètre parce qu'il est plus grand. Et qu'est-ce que j'ai fait exactement à ce paramètre? J'ai essayé de soustraire B à partir de A. D'accord? Et j'ai fait l'appel récursif. PGCD A moins B, virgule B. Donc, je laisse toujours le deuxième paramètre tel qu'il est. Et je prends le premier paramètre et j'essaie de soustraire la valeur de B. Alors, je fais ça lorsque A est supérieur à B. Maintenant, le deuxième cas. Si vous remarquez, PGCD entre 10 et 15. PGCD entre 10 et 15, le plus grand, c'est le deuxième paramètre, c'est B. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le deuxième paramètre et j'ai essayé d'enlever la valeur du premier paramètre, c'est-à-dire 10. Ça, j'ai obtenu PGCD 10, 15 moins 10. C'est-à-dire PGCD entre 10 et 5. Donc, là, on arrive à la conclusion. Vous avez trois cas. Le premier cas, il est très simple. Donc, on vient de voir. C'est-à-dire, lorsque A est inférieur à B, je prends le deuxième paramètre et j'essaie d'enlever A et je fais un appel récursif. Donc, retourner PGCD entre A, virgule, B-1. A, virgule, B-1. Plutôt. A, virgule, B-A. Sinon, deuxième cas, lorsque A, c'est le paramètre le plus grand. Alors, je fais un appel récursif PGCD, je soustrais B à partir de A et je laisse B tel qu'il est. Donc, retourner PGCD A moins B, virgule, B. Et le troisième cas, lorsque A il est égal à B, là, je retourne un des deux, soit A ou B, c'est la même chose. D'accord? Passons maintenant au deuxième exercice. Alors, pour le deuxième exercice, justement, vous avez toutes les questions, ils sont basées sur un vecteur de taille 1, tel que 1 ne dépasse pas 100. Et on veut toujours écrire des fonctions récursives. Alors, au total, vous avez cette question. On commence par la première. Ça, avant justement de commencer par la première question, et comme j'ai remarqué que toutes les questions utilisent comme paramètre un tableau de taille 100, alors j'ai préféré ici définir un nouveau type que j'ai appelé tab. Donc, tab correspond à un vecteur de 100 entier. Voici la définition du type tab. Donc, type tab égale table 100 entier. Alors, j'ai fait cette définition de type pour que dans toutes les fonctions que je vais écrire de 1 jusqu'à 7, à chaque fois, je vais dire que le paramètre t, il est de type tab, au lieu de dire table 100 de type entier. Ça. Maintenant, quelques conseils concernant cet exercice. Alors, pour le cas de base, lorsque la donnée est sous forme d'un tableau, alors la donnée, c'est un vecteur. Ça. Alors, je vous dis que l'indice correspondant au cas de base, ça correspond à l'indice qui atteint la première valeur qui succède la valeur finale dans la solution itérative. Je m'explique. Là, par exemple, vous voulez, afficher les éléments du vecteur. Afficher les éléments du vecteur. Ça, pour afficher les éléments du vecteur, bien sûr, je peux les afficher du premier jusqu'au dernier, ou alors l'inverse, du dernier jusqu'au premier. Ça, si je choisis, par exemple, d'afficher les éléments du dernier jusqu'au premier, ça veut dire que j'écris la solution itérative de cette manière, pour i de n jusqu'à 1 par moins 1. Alors, quelle est la dernière valeur finale de l'indice? C'est la valeur 1. Quelle est la valeur qui succède, ou alors vient juste après la valeur 1? C'est la valeur 0, parce que je fais le pas moins 1. Ça, donc, j'ai dit dans ce point, j'ai dit que l'indice, dans le cas de base, correspond à la première valeur qui correspond à la valeur qui succède la valeur finale dans la solution itérative. Donc, vous avez la dernière valeur finale, c'est 1. Quelle est la valeur qui vient juste après le 1? C'est la valeur 0. Donc, le cas de base, vous avez l'indice qui atteint la position 0. Deuxième conseil, parfois, le résultat correspond à l'élément naître par rapport à l'opération utilisée. Et on a vu ce conseil justement dans l'exercice 1. D'accord? Vous avez vu toujours que lorsque vous avez une somme, donc le résultat correspond
c'est-à-dire dans le cas de base à la valeur 0. Et lorsque vous avez un produit, le résultat dans le cas de base correspond à la valeur 1. Maintenant, quelques conseils pour le cas général. C'est exactement le conseil que j'ai donné pour le cas lorsque les données sont des variables simples. Alors même ici, il faut écrire la fonction ayant comme paramètre i en fonction de la même fonction avec le paramètre i-1. D'accord? On commence. Alors je commence par la première question. Je veux calculer somme qui permet de retourner la somme des éléments du tableau T. Ça, pour calculer la somme des éléments du tableau T, bien sûr, je peux le faire de manière ascendante, de premier jusqu'au dernier, comme je peux le faire de manière descendante, donc du dernier jusqu'au premier. Alors, de préférence, écrivez la solution de façon descendante, du dernier jusqu'au premier. Ça. Voici donc l'entête de la fonction. Donc, fonction somme, T, tab, I comme paramètre, ça correspond exactement à l'indice. Remarquez que je n'utilise pas la taille du tableau. Parce que pour moi, j'utilise l'indice i qui commence au départ par 1 et à chaque fois il descend jusqu'à arriver à 1. D'accord? Ça. Maintenant. Alors, pour avoir justement de l'aide et savoir écrire la solution récursive de manière très simple, il vaut mieux prendre la solution itérative. D'accord? Il faut imaginer la solution itérative. Alors, j'ai dit que dans la solution itérative, vous pouvez commencer par travailler de façon ascendante ou descendante. Alors, si vous choisissez l'option de travailler de façon descendante, donc la boucle elle sera écrite de la même manière suivante. S reçoit 0 pour i de n jusqu'à 1 par moins 1, S reçoit s plus t de i. Ça, quelle est la valeur finale de l'indice? C'est 1. Alors, quelle est la valeur de l'indice dans le cas de base? C'est la valeur qui succède la dernière valeur finale, c'est-à-dire 1. Liée à la valeur 0. Parce que juste après la valeur 1, si je fais pas moins 1, j'obtiens 0. Donc, le paramètre Tana dans le cas de base, la valeur de i dans le cas de base correspond à la valeur 0. Donc, imaginez, qu'est-ce que ça veut dire? Calculer la somme à partir de la position i égale à 0. On sait tous qu'à partir de la position i égale à 0, on n'a pas d'éléments. Et donc, la somme des éléments, c'est comme si vous cherchez la somme des éléments d'un vecteur vide. Et dans ce cas, la somme des éléments, ça donne bien sûr 0. Et donc, somme t lorsque i est égal à 0, elle donne le résultat 0. Et remarquez toujours que 0, c'est l'élément neutre par rapport à l'opération d'addition. Parce que je veux calculer la somme. Je passe maintenant au cas général. Pour le cas général, il suffit d'écrire la somme ti en fonction de somme ti i moins 1. Ça, on va essayer de faire comme on a fait précédemment. Donc, somme ti, c'est la somme des éléments qui se trouve entre t de i jusqu'à t de 1. Donc t de i plus t de i moins 1 jusqu'à t de 1. Ça, j'essaie de regrouper un sous-ensemble de t de i moins 1 jusqu'à t de 1 en bleu. Alors les éléments, ou alors la somme qui est en bleu, ça correspond exactement à la somme t i moins 1. Et donc j'arrive à trouver la formule de récurrence. Et donc je peux écrire maintenant la solution. Alors, lorsque i est égal à 0, d'accord? C'est la fin du tableau, bien sûr. C'est la fin du parcours du tableau. Je retourne le résultat 0. Sinon, vous retournez t de i, c'est-à-dire l'élément courant, plus la somme du reste des éléments, donc somme t i moins 1. D'accord? L'appel à la fonction, il suffit de manière simple. S reçoit somme t, virgule, n. Alors, de la même manière, on va faire le produit. Donc, l'entête de la fonction, c'est prod t tab i de type entier. Vous commencez par le cas de base. Alors, faites attention, comme il s'agit d'un produit, donc le résultat doit être l'élément neutre dans le cas du produit, c'est-à-dire 1. Et quelle est la valeur finale de l'indice i lorsqu'on termine de parcourir le tableau? C'est la première valeur qui vient juste après le 1, dans la valeur finale, c'est-à-dire 1, avec une boucle descendante, bien sûr. Donc, c'est la valeur 0. Et donc, j'arrive à déduire que produit, lorsque vous avez le tableau T, et avec i égale à 0, c'est comme si vous avez un tableau vide. Le produit, c'est l'élément neutre, c'est-à-dire 1. Et le cas général, il faut écrire produit ti en fonction de prod t et moins 1. On va le faire comme on a fait pour la somme. Donc, produit ti, ça correspond au produit entre les éléments t de i, t de i moins 1 jusqu'à t de 1. Je regroupe un sous-ensemble de t de i jusqu'à t de 1. Alors, le sous-ensemble du produit des éléments qui se trouve en bleu, ce n'est rien d'autre que produit t de i moins 1. D'accord?
Et on a trouvé la formule récurrente. Donc, produit de T2 entre TI, produit TI, est égal à T de I fois produit du reste des éléments, donc T et moins 1. Et j'écris la solution. Donc, lorsque I est égal à 0, retournez 1. Sinon, vous allez retourner T de I fois produit de T I moins 1. Et l'appel, bien sûr, se fait exactement comme on a fait avec la somme. Donc, P reçoit prod T N. Je passe à la troisième question. Alors, faites attention et suivez très bien, Naya. Vous avez, ou alors je veux calculer la moyenne des éléments du tableau T. La moyenne des éléments. Ça, vous avez tous très bien, c'est quoi exactement la moyenne? La moyenne, ce n'est rien d'autre que T de N, du T de N moins 1, jusqu'à arriver à T de 1. La somme de tout ça, elle est divisée sur le nombre d'éléments, c'est-à-dire N. D'accord? Ça, je peux écrire ça d'une autre manière. J'essaye de faire sortir le dernier terme, c'est-à-dire T de 1. Et donc, le premier résultat que j'ai eu, je peux l'écrire autrement. Et c'est égal à T de N sur N, c'est la partie relative au dernier élément, plus la somme du reste des éléments sur N. D'accord? Bien sûr, je peux faire ça. À présent, si je répète ça de la même manière et j'essaie de sortir le prochain élément, c'est-à-dire T de N moins 1, et donc je vais avoir ça. C'est T de 1 sur N plus T de N moins 1 sur N. Donc toujours vous avez le dénominateur, c'est toujours fixe N, plus la somme du reste des valeurs, donc à partir de T de N moins 2 jusqu'à T de 1, tout ça divisé sur N. Alors si je répète ça de manière récursive, remarquez à chaque fois j'essaie de faire sortir un élément de la somme. Ça. Et donc, si je continue de cette manière, à la fin, vous obtenez chaque élément divisé sur N et je somme le tout. Donc T de 1 sur 1 plus T de 1 moins 1 sur 1 jusqu'à arriver T de 2 sur N plus T de 1 sur 1. Ça. Là, justement, il faut commencer par déterminer quels sont les paramètres. Alors, d'après vous, quels sont les paramètres? Tout d'abord, il y a un paramètre clair et net et précis, c'est le tableau T. D'accord? Deuxième paramètre, c'est exactement le paramètre qui correspond aux valeurs qui sont en bleu. Alors, remarquez qu'au départ, ce paramètre commence par 1, ensuite 1 moins 1, ensuite 1 moins 2 jusqu'à 1. Donc, ce paramètre, à chaque fois, il est réduit par 1. Alors, j'appelle ce paramètre, comme il est variable, je vais l'appeler I. Donc, I, c'est quoi exactement? I, c'est l'indice du dernier élément dans la somme. Indice du dernier élément dans la somme. Alors, si vous prenez la première ligne, quel est l'indice du dernier élément dans la somme? C'est l'indice de l'élément T de N, c'est N. Si vous prenez la deuxième ligne, quel est l'indice du dernier élément qui se trouve dans la somme? C'est N moins 1. Troisième ligne, quel est l'indice qui correspond au dernier élément dans la somme? C'est N moins 2, et ainsi de suite. D'accord? Ça. Alors, concernant ce paramètre I, au départ, il commence par N, et dans chaque itération, je vais le réduire par 1. D'accord? Et le dernier paramètre qui reste, et que vous le voyez tous qu'il est toujours fixe, c'est la taille du vecteur, bien sûr. D'accord? C'est pour pouvoir calculer la moyenne. Donc, N, c'est la taille du vecteur, et bien sûr, la taille du vecteur, elle reste toujours fixe. D'accord? Ça. Puisque maintenant j'ai obtenu tous les paramètres de ma fonction, je passe maintenant à la détection du cas de base et le cas général. Ça. Je commence par le cas de base. Alors, si vous prenez c'est-à-dire les questions précédentes, vous avez vu que lorsqu'il s'agit d'une somme, on prend toujours la valeur, c'est-à-dire la valeur de l'indice dans le cas de base, je parle de I bien sûr, ça correspond à la première valeur qui succède la dernière valeur dans la solution itérative. Dans la solution itérative, c'est-à-dire si je commence à sommer des éléments de 1 jusqu'à 1, donc quelle est la dernière valeur de I? C'est 1. Que vient après le 1? Il vient la valeur 0. Ça, donc le cas de base correspond à la moyenne T lorsque I est égal à 0, avec N comme taille du vecteur, et ça veut dire la somme, c'est-à-dire la moyenne lorsque le tableau est vide, et on va prendre l'élément net par rapport à l'addition, parce qu'on va calculer la somme sous forme d'une somme. Donc je prends le résultat égal à 0. Je passe maintenant au cas général. Pour le cas général,
il faut essayer d'écrire moyenne t i n en fonction de moyenne t i moins 1 n. Ça, suivez avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai déjà parlé ça auparavant, je vais l'écrire maintenant formellement. Donc, moyenne t i n, ça correspond à t de i plus t de i moins 1 jusqu'à arriver à t de 1, la somme de tout ça divisé par n. Alors, j'essaie de rassembler, d'écarter le dernier élément tout seul, c'est-à-dire t de i, en le divisant par 1, auquel j'ajoute la somme du reste des éléments divisés tous par n. Maintenant, si vous prenez ce qui est écrit en bleu, ça correspond exactement à moyenne t i moins 1 n. Et ça représente maintenant la formule récursive. À ce moment, bien sûr, je peux écrire maintenant notre solution. Donc, fonction moyenne t i n, n c'est la taille du vecteur, et i c'est l'indice. L'unité va être de type réel. Et donc, je commence par le cas de base, lorsque i est égal à 1, lorsque i est égal à 0 plutôt. Donc, retournez l'élément net par rapport à la somme, c'est 0. Et sinon, vous allez retourner t de i sur n, auquel j'ajoute un appel récursif à moyenne t i moins 1 n, c'est-à-dire la moyenne du reste des éléments. D'accord? Bon, ce n'est pas une moyenne réelle, mais je veux dire par ça, c'est-à-dire c'est la somme des i moins 1 éléments qui restent divisé par la taille du vecteur, c'est-à-dire n. Et l'appel se fait de cette manière. Faites attention à l'appel. Donc, n, par exemple, reçoit moyenne t n n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, vous allez initialiser le i par n. D'accord? On passe à la quatrième question. Alors, la quatrième question, c'est un problème de recherche. Donc, on veut écrire une fonction recherche élément qui permet de retourner l'indice de l'élément contenant une valeur donnée. Faites attention. Je ne veux pas savoir est-ce qu'il existe ou pas. Non. Je veux savoir son indice. Son indice. Bien sûr, lorsqu'il existe. Ça. Justement, on a un petit conseil à énoncer dans ce type de problème. Alors, lorsque vous avez un problème de recherche, et dans le cas de base, il faut se baser sur le fait de citer tous les cas correspondant à la fin du traitement. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire à la fin du traitement? Ça. Et dans le cas général, bien sûr, c'est le même conseil que j'ai donné tout à l'heure. C'est d'essayer d'écrire la fonction comme paramètre i en fonction de la même fonction avec le paramètre i moins 1. Maintenant, je vais dire quelques mots. Vous voulez chercher une valeur. Vous êtes, au cours de la recherche, vous êtes dans trois états. Soit vous êtes en cours de recherche, vous n'avez pas encore vu tous les éléments et vous êtes en cours de recherche. Deuxième état, vous pouvez arrêter, soit parce que vous avez trouvé la valeur, ou alors vous allez arrêter lorsque vous avez visité tous les éléments et que vous n'avez pas trouvé la valeur. Autrement, donc, il y a trois cas. Il y a deux cas qui correspondent au cas de base. Donc, soit le cas de succès, vous avez trouvé la valeur, ou alors le cas d'échec, vous n'avez pas trouvé la valeur. Et le cas général correspond à quoi? C'est le cas lorsque vous êtes en cours de recherche. Vous n'avez pas encore terminé et vous n'avez pas encore trouvé la valeur. D'accord? Ça. Alors, justement, pour nous aider, je vais vous donner la solution itérative par laquelle je vais me baser pour écrire la solution récursive. Remarquez ici que je n'ai pas utilisé la méthode du flag, la méthode du variable booléen, mais j'ai utilisé une méthode équivalente qui donne la même chose. Ça, suivez avec moi. Vous avez i qui commence par 1, donc je commence toujours à partir du dernier élément, et je dis, tant que i supérieur ou égal à 1, et tant que je n'ai pas trouvé un élément t de i égal à val, donc tant que c'est différent, qu'est-ce que je fais? Je fais descendre l'indice i. Donc imaginez ça. Tant que vous n'avez pas trouvé l'élément, vous allez aller vers la prochaine case. D'accord? La prochaine case. Ça. Lorsque vous allez sortir de la boucle, vous avez deux situations. Soit vous arrivez à trouver la valeur, soit vous n'arrivez pas à trouver la valeur. On commence par le cas d'échec. D'après vous, dans quel cas je peux dire, c'est-à-dire quelle est la condition qui correspond au cas d'échec? Je n'ai pas pu trouver la valeur. Ça. En examinant la boucle, imaginez que tous les éléments étaient différents de val.
Alors, qu'est-ce qu'elle va faire exactement la boucle? Je commence par le dernier, différent de val. Je fais i-1. Toujours différent de val. i-1, différent de val. i-1, différent de val. Jusqu'à arriver au premier élément. Il est toujours différent de 1. Je fais i-1. Alors, si je fais i-1 à partir de i égale à 1, j'obtiens i égale à 0. Donc, si vous trouvez i égale à 0, ça correspond au cas d'échec. Yani, vous avez toujours avancé l'indice i, et donc, vous n'avez pas trouvé du tout la valeur val dans le vecteur. Donc, la condition d'arrêt qui correspond au cas d'échec, c'est lorsque i égale à 0. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va retourner? Ça, faites attention, on ne va pas retourner faux, parce que notre fonction qu'on demande d'écrire, on demande de retourner l'indice de l'élément contenant la valeur. Mais puisque nous sommes dans le cas où je n'ai pas trouvé la valeur, alors je vais donner un indice invalide. Un indice invalide. Et puisque nous, on travaille avec des vecteurs, donc la première case, elle est d'indice 1 et la dernière case, elle est d'indice 1, alors je vais donner une valeur d'indice erronée qui ne peut pas être comme indice de n'importe quel élément. Par exemple, la valeur moins 1. Je préfère prendre moins 1 mieux que 0 parce qu'en langage C, la première case, elle est d'indice 0. Donc, de préférence, vous prenez la valeur moins 1. Donc, dans le cas où je n'ai pas trouvé la valeur, donc i est égal à 0, je retourne la valeur moins 1. Le cas de sinon, justement, vous allez retourner la position de l'élément. Et si on prend notre boucle, bien sûr, qu'est-ce qu'elle dit notre boucle? Elle dit tant que c'est différent, T2 est différent de val, je vais faire i-1. Autrement, ça veut dire que dès que je trouve T2 est égal à val, je ne vais pas avancer l'indice i et je quitte immédiatement la boucle tout en ayant i qui indique la position de l'élément qui possède la valeur val. Donc, qu'est-ce qu'il faut retourner, Naya? Il suffit de retourner la valeur i. D'accord? C'est le cas de succès. En voyant cette solution maintenant, remarquez avec moi que vous avez trois états. Soit vous êtes en cours de recherche, donc vous êtes toujours dans la boucle, ou alors vous êtes dans le cas trivial, ou alors le cas de base, cas de la décision. Soit vous avez le cas d'échec, ou alors vous avez le cas de succès. Donc, si vous avez i égal à 0, c'est le cas d'échec, vous allez retourner une position invalide, moins 1. D'accord? Et si vous n'avez pas i égal à 0, donc i certainement indique une position d'un élément qui contient la valeur val, vous allez retourner cet indice. D'accord? Ça. Alors, regardez très bien cette solution, parce qu'on va appliquer l'idée de cette solution dans la solution récursive. Ça. On commence par donner l'entête de la fonction. Donc, fonction recherche élément. Vous avez trois paramètres. T, c'est un tableau. I, l'indice de recherche type entier. Et val, la valeur recherchée. Le résultat, bien sûr, comme on va retourner la position de l'élément, donc ça doit être nécessairement un nombre entier. D'accord? Maintenant, alors, on commence de préférence par le cas de base toujours. Alors, comme vous avez dit, comme j'avais dit auparavant dans la diapo précédente, j'ai dit que le cas de base, il contient deux cas. Soit vous avez trouvé la valeur, ou alors vous n'avez pas trouvé la valeur. Donc, soit le cas d'échec, ou alors le cas de succès. Ça, on commence par le cas d'échec. Le cas d'échec, justement, et on a déjà parlé de ça lorsqu'on a décrit la solution itérative, on a dit que je fais la recherche d'arrêt. Si à la fin je trouve que i est égal à 0 et ça correspond à la condition d'arrêt, d'accord, d'échec, le cas d'échec, et dans ce cas, normalement, recherche élément t avec i égal à 0, val, elle va retourner quel résultat? On n'a pas trouvé la valeur, donc on va retourner le résultat moins 1 d'après la solution itérative. Maintenant, pour le cas de succès, dans quel cas je dis que ça y est, j'ai trouvé la valeur, faites attention, il faut avoir deux conditions valides. Donc, i différent de 0, ou alors supérieur à 0, et vous avez en même temps t de i égale val. Donc, vous avez un indice valide, et vous avez l'élément correspondant à cet élément possède, ou alors contient la valeur val. Dans ce cas, notre fonction, elle va retourner directement l'indice de cet élément, c'est-à-dire i. On passe maintenant au cas général. Alors, le cas général, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on est en cours de recherche. Ça. Lorsqu'on est en cours de recherche, c'est-à-dire vous tombez dans un élément qui ne contient pas la valeur val et toujours vous avez i supérieur à 0. Donc la condition TACOM, il y a toujours i différent de 0, mais cette fois-ci
T de I différent de val. Donc, on va continuer la recherche. Imaginez avec moi. Donc, si l'élément qui se trouve à la position I ne contient pas la valeur val, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans son précédent, comme on a vu dans la solution itérative. Donc, il faut faire I-1. Et donc, je vais faire un appel récursif. Recherche élément T à partir de la position I-1 et toujours la valeur recherchée val. D'accord? Et j'écris maintenant la solution. Donc, lorsque j'arrive à I égale à 0, nécessairement, je n'ai pas trouvé la valeur, donc je retourne une position erronée, par exemple moins 1. Sinon, ça veut dire que vous avez I nécessairement supérieur à 0. Bien sûr, il ne peut pas être négatif. Donc, il est supérieur à 0. Dans ce cas, je teste, est-ce que T de I égale à val? Si T de I égale à val, ça veut dire que vous avez trouvé l'élément, vous allez retourner sa position, I. Sinon, vous êtes en cours de recherche et vous tombez dans un élément qui n'est pas égal à val, donc vous cherchez dans son précédent. Comment? Il suffit de faire un appel récursif, recherche élément, T, I-1, val. Et voici comment faire l'appel. Par exemple, pose, reçoit, recherche élément, T, N, val. Bien sûr, le I toujours commence par N. Et bien sûr, pose va récupérer la position de l'élément. Pour exploiter ce résultat, vous avez deux possibilités. Soit vous avez trouvé pose égale à moins 1, ça veut dire que la valeur n'existe pas. Et si vous trouvez la valeur, elle est supérieure à 0, ça veut dire que la valeur, elle, existe. Donc à vous de traiter la valeur de pose en disant, si pose égale à moins 1, donc vous affichez val n'existe pas. Sinon, vous affichez que val existe à la position pose. Je passe à la question 5. Elle est presque similaire à la question 4. Donc, essayez de bien voir les traitements que j'ai effectués dans le cas de base et le cas général, parce que on va traiter presque la même question. Ça, quelle est la différence entre la question 5 et la question 4? Voyez ici avec moi. Ça, c'est recherche séquentielle qui permet de retourner toujours l'indice. Donc, c'est la même chose avec la fonction précédente. Alors, retourner l'indice d'un élément contenant une valeur donnée dans un vecteur trié dans l'ordre croissant. Donc, la différence avec la question 4, c'est que cette fois-ci, vous avez un vecteur trié dans l'ordre croissant. Donc, ce n'est pas un vecteur aléatoire. D'accord? Il est trié dans l'ordre croissant. Croissant, ça veut dire le minimum se trouve au début et le maximum se trouve à la fin. D'accord? Ça. Alors, suivez avec moi. Voici l'entête de la fonction. C'est presque comme la fonction précédente. Donc, recherche séquentielle T tableau, I l'indice, et val, la valeur recherchée. Type de résultat va être un entier. Et je commence par le cas de base. Alors, d'après vous, dans quel cas je suis dans le cas d'échec? Dans quel cas, avec quelles conditions je me présente dans le cas d'échec, d'après vous? Ça, vous allez me dire lorsque I est égal à 0. Je vais vous dire, oui, vous avez certainement ce cas, mais vous avez encore un autre cas. Donc, soit I est égal à 0 ou autre chose. Autre chose. Faites attention, le tableau est trié dans l'ordre décroissant. Et nous, lorsqu'on va faire la recherche, on commence à partir du dernier, donc à partir du maximum, et on va descendre. D'après vous, est-ce que je dois vérifier tous les éléments en cherchant la valeur val? Ou alors, il faut s'arrêter à un moment donné, lorsque je trouve quelque chose d'anormal? Ma réponse? En parcourant le vecteur à partir de la fin jusqu'au premier, vous allez parcourir les éléments du plus grand jusqu'au plus petit. Donc, à un moment donné, si vous tombez dans un élément T de I qui est inférieur à val, ça veut dire que les éléments qui le précèdent, qui viennent juste après cet élément, ils sont encore plus petits. Donc, impossible de trouver la valeur val après cet élément. Fouma, je vais vous donner un exemple. Donc, la condition, vous avez deux cas possibles d'échec. Soit vous avez I égale à 0, donc on arrive à la fin du tableau, on n'a pas trouvé la valeur. Ou alors le deuxième cas, nous sommes toujours dans le tableau, mais je trouve un élément dont sa valeur elle est inférieure à val. D'accord? Ça. D'après vous, dans le cas d'échec, qu'est-ce qu'on doit retourner? Alors, d'après la question précédente, on retourne bien sûr une position invalide, c'est moins ça. Mais avant de retourner le résultat, justement, je vais vous montrer les deux cas. Ça. Le premier cas, lorsque I est égal à 0, ça correspond exactement lorsque val égale à 1. Alors, je commence à partir de la fin, c'est-à-dire à partir de 45. Remarquez que 45,
il est supérieur à 1, donc je fais descendre l'indice en passant à 23. 23 supérieur à 1, donc je descends. 18 supérieur à 1, je descends. 15 supérieur à 1, je descends. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au premier élément qui contient la valeur 2. Même 2, il est supérieur à 1, je descends encore. J'obtiens it égale à 0. Donc, signification, je n'ai pas trouvé la valeur val. D'accord? Dans ce cas, bien sûr, val, il est inférieur par rapport à tous les éléments du vecteur. Maintenant, le deuxième cas, dans lequel j'ai écrit la condition en rouge. D'accord? Ça. Vous cherchez par exemple la valeur 13, en commençant par 45. Alors 45 supérieur à 13, on va se dire que peut-être que 13 vient avant le 45. Alors je vais descendre, je passe à 23. 23 supérieur à 13, donc il faut descendre encore. 18 supérieur à 13, je descends encore. 15 supérieur à 13, donc je descends encore. Et là j'arrive à 10, la valeur qui est en jaune. Ça. Lorsque vous arrivez à 10, d'après vous, est-ce que c'est intéressant de aller tester le reste des éléments, c'est-à-dire 8, 5, 4, 2? Faites attention, c'est un tableau trié dans l'ordre croissant, c'est-à-dire les valeurs qui viennent juste avant le 10, ce sont des valeurs inférieures à 10. Et puisque 10, il est déjà inférieur à 13. Donc, ça veut dire, à partir de 10 jusqu'au début du tableau, vous ne pouvez pas trouver la valeur 13. Impossible, parce que 13, il est supérieur à la plus grande valeur entre ces valeurs, parmi ces valeurs, c'est-à-dire 10. Donc, هذا هو le cas اللي حبيت نتكلم عليه. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher à vérifier le reste des éléments dès que vous trouvez un élément qui est inférieur à val. Et ceci, je répète encore, lorsque vous avez un tableau trié dans l'ordre croissant. Faites attention. Deuxième cas. Donc, bien sûr, dans le premier cas, on va retourner le résultat moins 1. C'est clair, net et précis, donc on n'a pas trouvé la valeur. Ça. Je passe maintenant au cas de succès. Le cas de succès, justement, c'est exactement, il possède la même condition qu'on avait dans la question précédente, c'est-à-dire i supérieur à 0 et t de i égale val. Dans ce cas, bien sûr, on va retenir le résultat. Bien sûr, c'est quoi? C'est la position de l'élément t de i, c'est-à-dire i. Je passe au cas général. Le cas général, le cas général, je vous montre la condition. C'est exactement la même condition qu'on avait utilisée lors de la question 4. Donc, toujours i supérieur à 0 et t de i différent de val. D'accord? Recherche, donc dans ce cas, recherche séquentielle de t i val, elle va retourner quoi? Donc, vous trouvez un élément qui est différent de val, donc vous allez chercher son précédent. Donc, en faisant un appel récursif à recherche séquentielle t i-1 val, c'est exactement le même appel récursif qu'on avait fait lors de la question 4. Donc, par rapport à la question 4, on a ajouté seulement la condition qui correspond au cas d'échec. Lorsque j'obtiens un élément qui est inférieur à val, j'arrête directement la recherche et je retourne le résultat moins 1. Maintenant, j'écris la solution. Donc, en commençant par les cas dans l'ordre, de préférence par le cas d'échec. Donc, si i égale à 0, ou alors i supérieur à 0 et t de i inférieur à val, donc retourner moins 1. Sinon, deuxième cas de succès, donc si vous trouvez t de i égale val, vous allez retourner i. Et le cas général, le cas de poursuite de la recherche, donc retourner recherche séquentielle, t i-1 val. Toujours l'appel récursif se fait de la même manière, donc pose reçoit recherche séquentielle de t n val. Toujours i commence par n. Je passe à la question 6. Question 6, je veux calculer le nombre d'occurrences d'une valeur dans le vecteur t. Yani, combien de fois je trouve la valeur dans le vecteur t. Ça. Je commence par l'en tête, c'est très simple, elle est très simple à écrire. Toujours, comme d'habitude, vous avez le tableau, vous avez l'indice de parcours et vous avez la valeur qu'on cherche. D'accord? Ça. De préférence, essayez de penser à la solution itérative. Donc, si vous pouvez l'écrire, c'est encore mieux. Ça. Si vous écrivez la solution itérative en version, bien sûr, descendante, vous commencez de 1 jusqu'à 1. Donc, pour i de 1 jusqu'à 1, pas moins 1, si t de i égale à val, vous allez incrémenter le compteur. Ça. Alors, la dernière valeur qui succède la valeur finale, il y a bien sûr, plutôt la première valeur qui succède la valeur finale de la boucle, il y a 1, c'est la valeur 0. Donc, la condition d'arrêt, on arrête dès que i est égal à 0. D'après vous, lorsque i est égal à 0, nombre d'occurrences de ti 0,
val est égal à combien? Bien sûr, est égal à 0. Donc c'est comme si vous prenez un tableau vide. Quel est le nombre d'occurrences de val? C'est 0 bien sûr. Donc ça correspond au premier cas. On passe maintenant au cas général. Que faut-il faire? Cas général, bien sûr, vous avez deux cas. Que faut-il faire lorsque vous trouvez un élément qui est égal à val? Et que faut-il faire lorsque vous trouvez un élément différent de val? Ça correspond aux deux cas qu'on va traiter dans le cas général. Alors, je préfère commencer par le premier cas de base. Lorsque i est égal à 0, par exemple, vous avez un tableau vide, ou alors vous allez atteindre la fin du tableau, vous allez retourner le résultat 0. Sinon, ça veut dire vous n'avez pas i égal à 0, donc vous avez toujours i qui se trouve dans le tableau. Là, vous êtes dans une situation parmi deux. Soit vous trouvez un élément qui est égal à val, il faut incrémenter le compteur, ou alors vous trouvez un élément différent de val, et donc il faut avancer encore. On va dire ça. Si vous trouvez un élément qui est égal à val, on va retourner quoi? Je vais compter cet élément en disant retourner 1 plus auquel j'ajoute l'appel récursif au nombre d'occurrences à partir du reste des éléments. Donc l'élément courant t de i, je l'ai compté parmi le nombre d'occurrences en écrivant 1, auquel j'ajoute le nombre d'occurrences à partir du reste des éléments, de i-1 jusqu'au début du tableau. Donc, je fais retourner 1 plus nombre d'occurrences de t i-1 val. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tombez dans un élément qui est différent de val. Dans ce cas, vous allez continuer la recherche le plus normalement du monde en passant vers le prochain élément avec un appel récursif. Donc, retourner nombre d'occurrences t i-1 val. Et voici l'appel à cette fonction, comment il se fait. Donc CPT reçoit nombre d'occurrences t n val. Toujours i commence par n. Et j'arrive enfin à la dernière question de l'exercice 2. Je veux savoir est-ce que le tableau est trié dans l'ordre croissant ou non. Alors pour simplifier la solution, je vais considérer trier dans l'ordre croissant strict. Vous n'avez pas des éléments qui sont égaux. D'accord? Je veux savoir est-ce qu'il est croissant dans le sens strict. Ça. Alors, croissant, je répète encore, ça veut dire que le premier élément c'est le minimum et le dernier élément c'est le maximum. D'accord? Ça. Maintenant, si je fais le parcours du début jusqu'au premier, alors je commence de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. Mais si je fais le parcours de la fin jusqu'au début, vous trouvez l'inverse. On va commencer à partir de la plus grande valeur et je descends jusqu'à la plus petite valeur. Et ça, c'est le principe qu'on utilise généralement pour la récursivité. Donc, on commence toujours par la fin. Alors, je commence par l'entête de la fonction. Vous avez besoin d'un tableau plus l'indice de parcours. D'accord? Allez. Alors, on a de préférence, bien sûr, essayez d'écrire la solution itérative. Et voici la solution itérative que j'utilise. Alors, remarquez que j'évite d'utiliser la méthode du flag, la méthode de la variable booléenne, et j'utilise cette méthode. Je vous mets cette méthode, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la même méthode que j'ai utilisée lorsque j'ai cherché la valeur val, tout à l'heure. J'ai dit tant que i supérieur ou égal à 1 et t2 est différent de val, j'avance. Ça veut dire, tant que je ne trouve pas la valeur, j'avance. C'est clair? Ça. Je vous fournis la solution théorique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, i commence par n. Donc, je commence à partir de la fin du tableau. Tant que i supérieur ou égal à 2 et non pas 1. Pourquoi ça? Parce que, remarquez dans la deuxième condition de la boucle, je suis en train de comparer t de i avec t de i-1. Donc, je ne peux pas me permettre d'accepter i égal à 1. Parce que lorsque i est égal à 1, vous allez avoir t de i égal à t de 1 et t de i-1 correspond à t de 0, élément qui n'existe pas dans le vecteur. Autrement, à chaque fois je vais comparer entre un élément avec son précédent, les qablou, donc kul ansar ma les qablou, d'accord? Et donc vous allez comparer le nème avec celui qui se trouve à la position n-1, celui qui se trouve à la position n-1 avec celui qui se trouve à la position n-2, et je descends. La dernière comparaison que je vais faire, c'est lorsque je compare t de 2 avec t de 1. D'accord? Et dans ce cas, vous avez i est égal à 2 et non pas 1. Faites attention, i est égal à 2. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ma boucle hinaya? Elle dit tout simplement, lorsque je vois que le tableau taille, à chaque fois que je vois que les éléments sont triés dans l'ordre croissant, je descends encore. Donc, à chaque fois que je trouve que les choses sont bonnes,
je descends vers la prochaine case pour vérifier est-ce qu'il y a un problème. فهمتوني هنا؟ Alors, résumons les choses. Donc, on a n'importe quel problème de vérification, on a trois situations. Soit vous êtes en cours de recherche, donc je ne peux rien dire. Soit j'arrive à une décision que je n'ai pas trouvé le résultat que je voulais avoir, ou alors j'ai trouvé le résultat que je voulais avoir. Ça. Puis maintenant, je veux vérifier est-ce que le tableau est trié. Donc, il y a trois situations. Soit je suis en cours de vérification, soit j'ai trouvé, et je décide que le tableau est trié, ou alors la décision taille, le tableau n'est pas trié. Alors, de préférence, je vais commencer par le cas de succès. Ça, d'après ce qu'on avait dit précédemment, alors, dans le cas où une tableau est trié, et si j'applique la boucle itérative, d'ailleurs, même à la fonction récursive que vous allez voir par la suite, à chaque fois que vous trouvez un élément qui est supérieur à son précédent, vous allez descendre ou alors passer au prochain élément. D'accord? Ça. Ce qui se passe à ce niveau, et pour dire que tous les éléments sont triés dans l'ordre croissant, on trouve nécessairement à la fin it égale à 1. Parce qu'à chaque fois, vous allez trouver T2 est supérieur à T2 est moins 1, vous allez faire I moins 1. Lorsque vous allez, dès que vous allez arriver au dernier couple, le deuxième avec le premier, toujours le deuxième il est supérieur le deuxième élément est supérieur par rapport au premier, donc je fais encore I moins 1 et là j'atteins la position I est égal à 1. Donc le cas de succès, c'est lorsque tout va bien, donc j'ai avancé à chaque fois l'indice I jusqu'à arriver au premier élément du tableau. Donc le cas de succès, c'est lorsque I est égal à 1, et dans ce cas, je retourne le résultat, bien sûr, vrai. Ça. Je passe au cas d'échec. Le cas d'échec, dans quel cas je dis que j'ai un échec? Justement, lorsque l'indice I n'arrive pas à aboutir à la première position. Parce qu'au cours de la vérification, j'ai trouvé un élément qui n'est pas supérieur à son suivant. Donc, ces deux éléments ne sont pas triés dans l'ordre croissant. Et donc, voici la condition. C est supérieur à 1. D'accord? Et vous trouvez T de I qui est inférieur ou égal à T de I moins 1. Donc, ce n'est pas l'ordre croissant. Et dans ce cas, je retourne bien sûr le résultat faux. Et voici le cas général. Donc, lorsque vous trouvez un élément qui est supérieur à son suivant, on ne va pas dire que les choses sont bonnes. Là, on va dire, ces deux éléments sont bons, il faut vérifier les deux prochains. Et pour le faire, il faut passer à la position précédente, aux deux éléments précédents. Et donc, il suffit de faire un rappel ou un appel récursif à I trier T I moins 1 et lorsque vous avez T de I qui est supérieur à T de I moins 1. C'est bon? Et j'écris maintenant la solution. Donc, si I est égal à 1, alors retournez vrai. Sinon, si vous avez T de I supérieur à T de I moins 1, donc maintenant les deux éléments sont triés dans l'ordre croissant. Donc vous faites un appel récursif et trier T I moins 1. Sinon, ça veut dire que T de I il est inférieur ou égal à T de I moins 1, donc ils ne sont pas triés dans l'ordre croissant. Vous retournez faux. Et donc je crois que j'ai terminé. Donc c'est tout ce que j'allais faire dans ce TD, Inch'Allah. Donc pour la prochaine séance, Inch'Allah, on va tenter de faire deux exercices si on a le temps, Inch'Allah. Donc c'est l'exercice 3 et l'exercice 5. D'accord? Pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr consulter nos sites ainsi que pour nous contacter. Voici donc les contacts que vous trouvez.